Bonjour, je vais donc reprendre mon chapitre 2, la coopération appréhendée à travers le paradigme du don. La dernière fois, j'avais entamé ma section 1 qui s'intitule Le paradigme du don comme tiers paradigme. Je vous avais donc parlé des travaux de Marcel Mauss, mais également des travaux de deux sociologues français, Alain Caillé et Norbert Alter. Et concernant spécifiquement les travaux de Marcel Mauss, j'avais commencé à vous présenter le cycle du don, donner, recevoir et rendre, et j'avais terminé sur une idée importante qui a été bien soulignée par Alain Caillé, à savoir, j'avais terminé sur l'idée de l'ambivalence du don. Le don a un caractère ambivalent et je voudrais donc reprendre maintenant cette réflexion, cette idée. Le don dont parle Marcel Mauss dans ses travaux, il n'est pas totalement gratuit, il n'est pas totalement gratuit, il n'est pas totalement désintéressé. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est l'idée clé défendue par Marcel Mauss. Certes, dans le don, nous dit Mauss, il y a de l'altruisme, il y a toujours une part d'altruisme, sinon on ne pourrait pas d'ailleurs parler de don. Mais dans le don, nous dit Marcel Mauss, il y a aussi de l'intérêt. Derrière le don, il y a toujours une logique de l'intérêt. Cependant, le don, évidemment, n'est pas non plus totalement intéressé. L'intérêt seul ne peut pas suffire à expliquer le don. Et ça, c'est un point clé. Il y a donc, pour résumer, à la fois de l'intérêt dans le don et de l'altruisme. Une part d'intérêt et une part d'altruisme, dans des proportions qui peuvent évidemment varier selon les individus et selon les situations sociales et culturelles. Donc retenez bien cette idée, il y a à la fois de l'intérêt et de l'altruisme dans tout phénomène de don. C'est un premier volet de l'ambivalence du don qui a été bien souligné par Mauss. Par ailleurs, dans le don, il y a aussi de l'obligation, plus ou moins. Cela dépend en fait du contexte, c'est-à-dire qu'on se sent toujours dans l'obligation de donner, mais plus ou moins. À savoir que l'obligation n'est jamais totale non plus. Pourquoi? Eh bien parce qu'il subsiste toujours une part de liberté dans le don, plus ou moins grande, à savoir qu'on est toujours plus ou moins libre de donner. Il y a donc, pour résumer, concernant cette tension entre l'obligation d'un côté et la liberté de l'autre, il y a donc à la fois de l'obligation et de la liberté dans le don. Autrement dit, il y a toujours une part d'obligation et une part de liberté. Encore une fois, dans des proportions qui peuvent varier selon les individus et selon les situations sociales et culturelles. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'ambivalence du don, c'est la tension entre l'obligation d'un côté et la liberté de l'autre. En résumé, dans le don, il y a donc à la fois de l'altruisme et de l'intérêt, de l'obligation et de la liberté. À la triple obligation de donner, recevoir et rendre, s'ajoute donc une double ambivalence bien mise en évidence par Alain Caillé dans ses travaux de recherche. Premièrement, l'ambivalence intérêt pour autrui, intérêt pour soi. L'intérêt pour autrui, c'est évidemment l'altruisme. L'intérêt pour soi, c'est la logique de l'intérêt, c'est l'individualisme. Donc ça, c'est la première tension entre intérêt et altruisme. Et l'ambivalence, deuxièmement, liberté-obligation. Les phénomènes de don et de contre-don sont donc des phénomènes complexes, parce que ce sont des phénomènes qui sont fondamentalement marqués par l'ambiguïté. La pensée de Mauss est donc une pensée complexe à ce sujet. Et ces phénomènes de don sont d'autant plus complexes que le don peut s'inscrire dans une relation entre des individus. Ça, c'est le cas de la réciprocité simple, AB, BA, A donne à B et en retour B donne à A. Mais le don peut également s'inscrire dans une chaîne de relations. Ça, c'est le cas non plus de la réciprocité simple, mais c'est le cas de la réciprocité élargie. Et dans ce cas de figure, A
va par exemple donner quelque chose à B, B va à son tour donner quelque chose, mais non pas à A, il ne va pas rendre à A, il va donner à C, qui va donner quelque chose à D, qui va donner quelque chose à E, ou bien à A. Vous avez donc là une chaîne de relations. Ce que je viens de décrire, c'est une chaîne de relations. Les phénomènes de don et de contre-don sont donc aussi des phénomènes collectifs. Prenons un exemple en matière de relations professionnelles tiré justement des travaux de Caillé et de Grésy pour illustrer cette chaîne de relations. Je vais prendre l'exemple du métier. Quand nous débutons dans un métier, nous pouvons très difficilement rendre à celui qui nous a introduits dans le métier, qui nous a formés, qui nous a tout appris. Donc ça veut dire qu'il y a un don, mais on ne peut pas rendre l'équivalent à cette même personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que celui qui nous a donné nous demande, parce que son don, il s'inscrit en fait dans une chaîne de dons, ou dans une chaîne de relations. Parce qu'il a lui-même reçu d'un plus ancien ce qu'il nous a transmis. Il donne parce que lui-même a reçu quelque chose d'un ancien. Et à notre tour, c'est parce que nous avons reçu quelque chose que nous donnerons demain à notre tour. C'est comme cela que le don va se propager, c'est comme cela que le don vient nourrir un métier et préserver une identité professionnelle. En outre, dans les phénomènes de don et de contre-don, le contre-don est toujours différé. Il peut par exemple avoir lieu des mois, voire des années après le don initial. Sinon, il s'agit tout simplement d'un échange utilitaire et pas d'un don. Donc, ça c'est un point clé. Pour qu'il y ait don, il faut que le contre-don soit différé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace, il faut laisser un certain temps entre le moment du don et le moment du contre-don. Enfin, on peut voir dans les réflexions de Marcel Mauss sur le don un paradigme, comme je le disais la dernière fois dans ma dernière vidéo, un paradigme dans le sens où on peut appliquer la théorie de Mauss à toutes les sociétés humaines, y compris à nos sociétés modernes. On peut donc aller plus loin que Mauss. Finalement, on peut soutenir l'idée selon laquelle nos sociétés modernes, elles fonctionnent toujours selon des principes qui sont relativement archaïques. Elles fonctionnent toujours selon le cycle particulier, le cycle symbolique du donner, recevoir et rendre. On peut donc tout à fait appliquer le paradigme du don à nos sociétés modernes. Cela n'est pas réservé aux sociétés archaïques, aux sociétés modernes. C'est tout du moins ce que soutiennent Alain Caillé et Norbert Alter. La théorie de Mauss peut aussi évidemment s'appliquer aux organisations. Norbert Alter, en France, en tant que sociologue du travail et des organisations, est le premier à l'avoir fait. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Nous verrons comment nous pouvons mobiliser le paradigme du don pour essayer d'éclairer les phénomènes de coopération dans les organisations. Au revoir.